Cela a été un week-end assez incroyable. Tout le monde a servi la sauce, comme je dirais, selon Owen Benjamin. Mais peut-être que je peux faire ma part ici. Ok, j'ai donc préparé une petite présentation qui s'appelle « Cacher le centre ». Et je pense que c'est assez important et souvent négligé. Et vu le nom du sommet, j'ai pensé que ce serait une bonne chose d'en parler. Alors allons-y. Ok. Alors quand vous découvrirez qu'il se passe quelque chose à propos de ce qu'ils disent de la Terre et que cela ne correspond pas vraiment, vous tomberez bien sûr sur cette image. Et c'est une représentation décente de ce que nous savons. Et donc tout le monde se demande immédiatement, que se passe-t-il en Antarctique? Qu'est-ce qu'il y a en Antarctique? C'est quoi ce bord d'anneau de glace? Que se passe-t-il? Vous voyez cette carte ici en bas à gauche des photos? Vous avez cette représentation de beaucoup de terre là-bas. Nous en avons parlé dans les questions et réponses. Et oui, vous pensez simplement que c'est votre réponse intuitive. Alors tout le monde regarde vers l'extérieur. Qu'y a-t-il à l'extérieur de cet anneau de glace? Qu'y a-t-il en dehors du 60e parallèle latitude sud? Il est illégal d'explorer cette zone en privé et librement, ce qui devrait automatiquement déclencher des signaux d'alarme pour quiconque s'intéresse réellement à cette question. Et puis bien sûr, il y a ceci ici, qui provient de la carte originale de Mercator, une de ces cartes originales, et ils ont retiré cette partie de la carte. On vous a appris la carte de Mercator à l'école, avec des proportions et des dispositions différentes. Et donc cela devrait vous paraître curieux. Pourquoi cela est-il retiré de la carte? Et la plupart des gens qui ont découvert la Terre ont vu cela. Mais c'est une représentation très intéressante de ce qui est censé être au centre. Et comme vous pouvez le voir, il y a une montagne au centre avec d'autres masses continentales. Nous y reviendrons davantage dans une seconde. Donc ce que nous allons faire, c'est en quelque sorte couvrir la séquence d'événements qui ont conduit, en réalité, à cacher la nature de la Terre. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais il est bon de contextualiser pour le reste de la présentation. C'est donc l'opération Paperclip. Il s'agit donc en fait d'un document déclassifié datant de 1983. Mais bien sûr, l'opération Paperclip date de 1945. Elle s'appelle ainsi parce qu'ils ont mis des trombones dans différents dossiers pour amener différents nazis ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, on nous a menti à propos de la Seconde Guerre mondiale. Mais néanmoins, de nombreux nazis ont été amenés ici en 1945 lors de l'opération Paperclip. Alors en 1946, l'année suivante, ils ont lancé quelque chose appelé Opération High Jump. Et c'est là que l'armée américaine a exploré au-delà du 60e parallèle latitude sud, en direction de l'Antarctique. Alors ils amènent les nazis ici en 1945, ils ne perdent pas de temps. Ils se lancent directement dans l'exploration vers le sud. Cela a été dirigé par un franc-maçon nommé l'amiral Byrd, qui a donné une interview en 1954, je crois, ou 52, et il a dit « C'est étonnant pour moi de voir combien de terre se trouve en dehors de l'Antarctique, de l'autre côté de l'Antarctique, où il y a des tonnes de ressources et personne ne le sait. » Et il est mort quelques années après avoir dit cela. Et puis son fils a été retrouvé mort dans un entrepôt. Et c'est certainement une coïncidence s'il a été retrouvé mort. Et cela est juste après, bien sûr, en 1946. Cela dit, en 1946 ou en 1947. Ils ont continué à explorer pendant un bon moment. Nous allons donc simplement garder un œil sur la séquence des événements ici. C'est ce qu'a fait votre gouvernement. Il ne cache certainement rien à propos de la Terre, mais ils font tous ces efforts. C'est donc l'une des personnes que nous avons amenées en 1945 dans le cadre de l'opération Paperclip, Wernher von Braun. Maintenant, l'histoire de couverture, ou le point de vue des apologistes, est qu'il n'était pas vraiment un nazi comme ça. C'était juste un scientifique, et blablabla. Comme j'ai dit, on nous a menti à propos de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est toute une autre présentation en soi. Mais c'était un officier SS du régime nazi. Il était connu pour avoir diffusé toutes sortes de films de propagande sur les fusées et menti sur la capacité réelle de ces dernières. Juste un mec malhonnête. Nous l'avons amené ici et nous lui avons confié la responsabilité de l'exploration spatiale. Eh bien, si vous suivez les dates ici, nous avons donc eu 45, puis 46, puis 47. Ils sont allés explorer l'Antarctique après les avoir amenés ici. Et puis en 1948, il n'a pas perdu de temps. Il est venu ici et il a écrit un petit livre pour nous tous, qui s'appelle Projet Mars. Encore une fois, il s'agit de la personne chargée de l'exploration spatiale par la NASA, un officier SS des nazis amené ici dans le cadre de l'opération Paperclip.
Il a écrit un livre en 1948 intitulé Project Mars. Il a été officiellement publié en 1953. Dans ce livre, il est question de fonder la première civilisation sur Mars. Et le titre du personnage principal du livre qui fonde la civilisation sur Mars est Elon. Et à nouveau, c'était en 1948. Quelle coïncidence! En 2022, nous avons le psychopathe connu sous le nom d'Elon Musk, qui serait l'homme le plus riche du monde. Je le considère comme une figure de proue. Et voici ce qu'il portait cette année pour Halloween. Aucune raison de le cacher, juste une croix inversée et la tête de Baphomet sur sa poitrine, tout à fait normal. Brian vient d'y faire une petite allusion. C'est littéralement un psychopathe qui dit que si on manipule suffisamment l'ARN, on pourrait transformer quelqu'un en papillon. Il veut mettre une puce dans ton cerveau. Il dit que jouer avec l'intelligence artificielle, c'est comme invoquer un démon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il investit des millions dans l'intelligence artificielle et développe l'IA et veut littéralement mettre quelque chose appelé un lien neuronal dans votre cerveau qui vous connecterait au cloud. En fait, nous pourrions couvrir toutes sortes de choses. Vous avez le brevet Microsoft de 2020, 060606, qui utilise l'appareil corporel pour vous surveiller, et puis vous payez via le cloud en fonction de l'activité corporelle conforme. Et c'est comme quelque chose qu'on devrait utiliser. C'est donc très intéressant, bien sûr. Voici donc Elon Musk, et bien sûr, que dit-il qu'il va faire? Il dit qu'il va emmener les gens sur Mars pour la première fois. Donc je suppose que même s'il n'était pas nazi, Wernher von Braun était un prophète qui avait prédit qu'Elon fonderait une civilisation sur Mars pour la première fois il y a 70 ans. C'est donc totalement une coïncidence. Je n'ai jamais entendu quelqu'un pouvoir m'expliquer en quoi ce n'était pas incroyablement suspect. Mais continuons. Nous avançons donc rapidement jusqu'en 1958. En fait, ils exploraient continuellement le Sud. Nous sommes donc en 1958. Ils ont trouvé la NASA, par hasard, avec une langue de serpent traversant le milieu de son logo et signifiant « tromper » en hébreu. Et quiconque a fait des recherches a pu capter le mensonge permanent de la NASA. La meilleure question est, quand la NASA ne ment-elle pas? Il y a toutes sortes de bugs dans leurs vidéos, toutes sortes de trucages. Et cela a été fondé en 58. Alors ils partent explorer le Sud, puis ils reviennent et ils se disent « Ok, fondons la NASA ». Ah, c'est intéressant. Eh bien, l'année suivante, ils ont signé le traité sur l'Antarctique. Donc si vous regardez les dates, ce n'est pas un hasard. Regardez simplement la séquence des événements que le gouvernement a fait concernant la Terre. Ils amènent les nazis ici, ils partent explorer le Sud, ok. Puis ils ont confié aux nazis la responsabilité de l'exploration spatiale. Il écrit un livre prédisant l'exploration de Mars 70 ans à l'avance, avec le même nom de personne. Ils ont fondé la NASA après avoir fait des recherches ou exploré le Sud. Alors ils vont découvrir ce qui se passe là-bas. Ils reviennent et disent « Ok, ne vous inquiétez pas, nous l'avons exploré pour vous. Regardez dans le ciel, nous allons vous raconter des histoires, et voici quelques dessins animés. » Notre copain nazi fait de superbes romans de science-fiction. Je suis sûr qu'il peut trouver quelque chose à vous dire pour que vous le croyiez. Mais quoi que vous fassiez, ne pensez pas à la Terre, regardez dans le ciel. L'année suivante, ils ont signé le traité sur l'Antarctique, qui stipule, bien sûr, qu'il est illégal d'explorer à titre privé au-delà du 60e parallèle latitude sud. Il existe une législation ultérieure qui stipule que vous devez donner au gouvernement américain un préavis de 3 mois si vous envisagez de partir en privé. Il doit approuver votre itinéraire. Vous aurez des apologistes qui diront « Oh, vous pouvez y aller ». Non, j'ai dit en privé et librement. C'est comme si j'avais 500 hectares et un trésor caché sur mes terres et je te dis « Oui, tu peux venir voir, mais tu ne peux aller que sur ces 3 hectares ». Et puis tu me dis qu'il n'y a pas de trésor caché là-bas. C'est comme si, ok, il y a 497 hectares qui indiquent qu'il pourrait y avoir un trésor caché là-bas, donc... Quoi qu'il en soit, c'est évidemment une grande pièce du puzzle pour quiconque est honnête. Vous voulez parler de la Russie, de la Chine et de toutes ces guerres et de toutes ces conversations géopolitiques. Elles sont toutes dans un traité qui inclut la Chine en accord avec ça. Ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a ce morceau de terre pour lequel nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas nous en emparer. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la vraie Terre est une si grande conversation, car elle nous oblige vraiment à débrancher et à accepter la réalité brutale, selon laquelle, fondamentalement, le monde est une scène, et c'est comme un jeu de risque, un jeu de société. Et toute personne logique devrait le reconnaître. Eh bien, évidemment, il y a quelque chose qui prime sur tous nos petits jeux géopolitiques. Quoi qu'il en soit, bien sûr, moins d'1 an après la création de la NASA, ils ont signé le traité sur l'Antarctique après avoir exploré le Sud. Nous allons donc passer à 1962.
Ils ont fait quelque chose appelé Opération Fishbowl. Et cela faisait partie d'une opération plus vaste appelée Opération Dominique, qui se traduit par « du Seigneur ». Il s'agit donc littéralement de l'opération bocal à poisson du Seigneur. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont tiré des missiles nucléaires à haute altitude. C'est encore une toute autre présentation, je dirais. Nikola Tesla a déclaré qu'il avait désintégré des atomes avec des milliards de volts et que rien ne s'était jamais produit. Il a dit à tous les gens du laboratoire, « Un groupe de gens qui sont mes collègues disent qu'il va y avoir une folle explosion en ce moment. Je ne pense pas, mais tu peux partir si tu veux. » Tout le monde est resté et rien ne s'est passé. C'est juste la même histoire dans son ensemble. Genre, « Oh mon Dieu, l'air va te tuer. Le rhume est maintenant la chose la plus mortelle qui soit. » C'est un état de peur. Tout type de propagande qui vous fait peur vous rend beaucoup plus soumis. Quoi qu'il en soit, ils ont dit qu'ils tiraient ces missiles, puis qu'ils continuaient à exploser à différentes altitudes. Ils ne peuvent aller qu'à tant d'altitude, n'est-ce pas? Ok. Ils ont donc testé le bocal à poisson de la Terre, juste après être allés tester le bord, et sont allés explorer le bord, ou vers le bord, ou tout ce qui se trouve en dehors du 60e parallèle latitude sud. Comme tout le monde le sait, nous ne pouvons pas affirmer s'il existe un bord, où il se trouve, et quel serait ce bord. Mais nous savons qu'ils sont allés explorer là où nous ne pouvons pas. Ils sont revenus. Ils ont dit, regardez le ciel. Et puis ils ont tiré des missiles dans le ciel, appelant cela un bocal à poisson. Bien sûr, avant cela, le gouvernement dispose de documents indiquant qu'il a testé la luminosité du firmament et qu'il dispose de méthodes parfaites pour déterminer la luminosité du firmament à différents moments et à différents endroits. Le gouvernement semble penser que la Terre est un plan topographique stationnaire, avec un firmament. Ils sont obsédés par le dépassement du 60e parallèle latitude sud et qu'on ne peut pas y aller. Continuons. La même année, quelques mois plus tard, ils ont commencé à tirer des fusées. Ensuite, GFK dit que nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ce point, mais je pense que ce type était aussi une marionnette. Peut-être qu'il a parlé un peu à un moment donné et qu'il a été éliminé. Peut-être que tout cela n'était qu'une mise en scène iconique de cette façon. Quoi qu'il en soit, il affirmait que nous irons sur la Lune. Alors ils tirent des missiles et ensuite ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller très haut. Mais ensuite, ils lancent un coup publicitaire et disent à tout le monde qu'ils vont aller sur la Lune. Quelle coïncidence! Le timing de l'événement est très révélateur. Nous passons donc rapidement à 1968. Nous avons un film de Stanley Kubrick. C'était le film numéro 1 au monde. Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que les films étaient vraiment nuls à l'époque. Kyle et moi avons regardé ça et c'était terrible. C'est l'un des pires films que j'ai jamais vus, je pense. Et je suppose qu'ils le considéraient comme bon à l'époque. C'était le film de l'année. C'était l'année précédant le coup de fou qu'ils avaient réalisé. Et il s'agit d'aller sur la Lune. Et cela conditionnait essentiellement les gens en masse à accepter l'idée que les humains pouvaient marcher sur la Lune. Et en fait, il y a des choses que j'ai laissées de côté. Mais bien sûr, JFK a dit « Nous allons aller sur la Lune » et quelques années plus tard, en fait, je crois que c'était aussi en 68, Gus Grissom, qui était censé être l'un des astronautes qui se rendent sur la Lune, a déclaré « Nous ne pouvons pas aller sur la Lune, nous ne pouvons même pas communiquer dans nos propres bâtiments. Comment allons-nous aller sur la Lune ?» Et puis il a dit à un autre moment, nous ne pouvons même pas atteindre l'orbite terrestre basse, nous n'allons pas sur la Lune. Et puis il a accroché un citron au module. Il s'est mystérieusement désintégré par le feu. Il a explosé lors d'un accident anormal dans les installations de la NASA. Et puis vous n'avez plus à vous soucier de lui ni de sa bouche, juste une autre coïncidence. Alors que se passe-t-il après avoir montré ce film au monde entier? Ils prétendaient qu'ils allaient sur la Lune. Et d'autres ont couvert ça aussi, comme si c'était un abri de SDF. C'est comme si vous aviez donné une carte de crédit à un toxicomane et lui aviez dit d'aller en ville. Et les gens, des adultes, croient que cela est réellement allé dans l'espace et qu'il est assis sur un rocher et dans le vide. Le polystyrène et la feuille d'aluminium sont dans le vide, et ils prétendent qu'ils l'ont fait en 69, bien sûr. Et s'ils détruisent la technologie, ils ne pourront pas y revenir. C'est un processus douloureux de le reconstruire, de prétendre qu'ils y retourneront dans quelques années, mais de ne jamais pouvoir le faire. Mais bien sûr. Mais cela a en quelque sorte solidifié l'idée que les sphères peuvent être quelque chose sur lesquelles on peut marcher. Eh bien, si la Lune est une sphère sur laquelle nous pouvons marcher, ça fait que la Terre est une sphère sur laquelle nous pouvons marcher. Et puis, plus important encore, ils affirment avoir pris une photo de la Terre pour la première fois en 72 lors des missions lunaires, et d'avoir prouvé que la Terre est une sphère. C'est ce qui m'a réveillée. C'est ce qui a commencé mon voyage. Quand j'avais 13 ans, je savais que l'alunissage était faux. Si un enfant de 13 ans qui ne s'intéresse pas vraiment à autre chose que les filles et le football peut comprendre que l'alunissage est faux, il n'y a vraiment aucune excuse. Je suis désolée. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas de vraies photos de la Terre depuis l'espace, parce que les alunissages n'étaient pas réels. Et cela m'a tout de suite semblé louche. On est en 2015 et ils n'en ont même pas d'autres.
Il me semble donc intéressant que ce soit le cas. Il y a donc eu une séquence d'événements, bien sûr, depuis. Ils ont fait toutes sortes de choses. Je vais vous faire un petit récapitulatif, je vais essayer de tout y mettre, il y a beaucoup de choses pour cette présentation. Ils amènent les nazis ici. Ils partent ensuite explorer l'année suivante avec l'amiral Byrd, qui revient à la télévision en direct et dit « Il y a bien plus de terre là-bas » et il meurt. Son fils est mystérieusement retrouvé mort. Il a des complications cardiaques, il meurt et son fils est retrouvé assassiné dans un entrepôt. Après avoir dit ce qu'il n'aurait pas dû dire, il était franc-maçon de haut niveau. Bien sûr, il a aussi un livre qui était censé être son journal sur son lit de mort, dans lequel il a fait toutes sortes d'affirmations sur les bases et les ovnis. Les gens se demandent si c'est légitime ou non que son fils soit venu l'apporter après sa mort. Donc une séquence d'événements assez intéressante. Ensuite, le gouvernement revient et dit « Oh, nous allons fonder la NASA l'année prochaine. Oh, nous signons le traité sur l'Antarctique. » Ensuite, JFK vient et dit « Nous allons aller sur la Lune. » Juste après, ils ont tiré les missiles lors de l'opération Fishbowl et découvert qu'ils ne pouvaient pas y aller. Puis ils ont sorti le film, conditionnant le monde à être prêt pour l'alunissage. Et il a l'air mieux que l'alunissage, bien sûr. Mais vous devez le faire paraître faux pour le rendre réaliste. Et puis, ils prétendent qu'ils ont effectivement réussi à se rendre sur la Lune, mais qu'ils n'ont pas pu atteindre l'orbite terrestre basse jusqu'à l'année même. Mais ils y sont parvenus miraculeusement, sans problème, et l'ont fait plusieurs fois. Mais ils n'y parviennent toujours pas aujourd'hui. En voilà une séquence d'événements. Toute personne logique dirait que c'est louche. Et bien sûr, ce qui est drôle, c'est que Wernher von Braun avait le psaume 19 sur sa pierre tombale. Encore une fois, il s'agit de l'officier SS chargé de l'exploration spatiale. Et cette dernière dit que le firmament montre l'œuvre du Créateur. Et en effet, firmament, en hébreu, c'est rakiya, qui signifie impénétrable, frappé, fort comme le bronze. C'est la tente tendue au-dessus de la Terre. Ainsi, sur son lit de mort, sa pierre tombale dit en gros, vous ne pouvez pas aller dans l'espace. Et il a écrit un livre de science-fiction qui a prédit Elon. Le monde est une scène, tout cela est un scénario. Ils écrivent des scénarios pour des gens qui ne sont pas au courant. Ils gardent la vérité pour eux. Et cela va nous amener au reste de la présentation. Il s'agit donc apparemment d'une représentation de l'endroit où vous vivez réellement. Il s'agit d'un champ magnétique représenté. Vous avez donc un tore avec un vortex au milieu. Tous les champs magnétiques ont ce qu'on appelle un plan d'inertie. Ainsi, cette ligne verte passant par le milieu est appelée un plan d'inertie, ou les gens l'appellent le mur de domaine, ou une paroi de blocs. Tous les aimants en ont. C'est là que tu vis. En fait, c'est le seul endroit où la vie peut subsister. Maintenant, assis-toi. Nous avons subi un lavage de cerveau en pensant que nous pourrions sortir de la Terre et la regarder. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réellement faire. C'est très arrogant de penser qu'on pourrait faire ça. Mais nous avons subi un lavage de cerveau et il y a des gens qui demandent « Mais où est ton modèle ?» Ma chérie, elle est enceinte de 33 semaines. Et Jean, je devrais avoir un modèle de Terre plane. C'est une question stupide, c'est une idée stupide de penser que vous pouvez le faire. Et c'est pourquoi l'astuce fonctionne si bien. Ils ont inventé tellement d'histoires que maintenant les gens pensent qu'ils ont besoin de les remplacer. Voici donc à quoi ressemble un champ magnétique. Et vous vivez au milieu de celui-ci. Et si vous pouvez vraiment comprendre cela, vous pouvez comprendre pourquoi ils cachent cela. Tout serait très différent si les gens savaient vraiment où ils vivent. Voici donc le mur de blocs d'un aimant dont je vous ai parlé. Encore une fois, cela doit exister dans tous les champs magnétiques. Le globe ne peut même pas répondre où cela se situerait. Harvard vous dira qu'ils ne peuvent même pas expliquer le champ magnétique, ni d'où il émane, ni ce qui se passe au cœur, exactement comment il fonctionne ou quoi que ce soit à ce sujet. Nous sommes en 2022 et des milliards de dollars. Les universités du monde ne peuvent pas vous dire comment ça marche. Bien sûr, cela fonctionne parfaitement. Comme je viens de vous le montrer, cela fonctionne parfaitement sur une Terre plane. Vous vivez en plein milieu du champ magnétique. Cela est parfaitement logique en physique, mais ce n'a aucun sens sur une sphère. Mais ils font de jolis dessins animés, alors il faut y croire. C'est donc ici que nous allons revenir à ce qui se trouve au centre. Il s'agit d'une ancienne représentation védique et elle vous montre fondamentalement une physique de l'éther assez précise, curieusement. J'ai déjà fait toute une présentation sur l'éther, donc je ne vais pas refaire ça et je vous invite à aller la consulter. Mais cacher l'éther semble avoir été l'une des parties les plus importantes du mensonge. Car les implications sont qu'il existe un domaine métaphysique au-delà de vous. Tout est interconnecté. L'énergie va et vient. Vous avez toutes sortes de capacités. Il y a littéralement une source d'énergie tout autour de vous. Alors pourquoi est-ce qu'il vous en parlerait? Je veux dire, bien sûr, il ne vous le dirait pas parce qu'alors vous n'auriez pas de facture de service public et ne dépendriez pas des réseaux électriques et de toutes ces choses différentes. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un ancien texte védique. Il vous montre la montagne au milieu. Il montre les deux types de mouvements. Vous avez une divergence centrifuge, une convergence centripète. Ce sont les deux aspects superposés dans un champ magnétique.
Je suis désolée si ça va très vite, mais j'essaye de tout y mettre. Mais c'est comme la première expression géométrique conjuguée du magnétisme. Cela signifie simplement que la géométrie est fondamentalement l'inverse de l'autre. C'est le revers de la médaille. Il existe deux types de mouvements. Vous avez un beignet, vous dessinez par le centre de celui-ci. Ce serait comme l'hyperboloïde à l'intérieur et vous avez le tore comme beignet à l'extérieur. Il existe deux types de motions au sein de ceci. Or, cela a été connu depuis des milliers d'années. Comment se fait-il que quand je le dis, cela n'a aucun sens pour toi en ce moment? Et je dois rembobiner et je comprends pas. Eh bien, c'est l'une des astuces que vous auriez dû apprendre à ce sujet lorsque vous étiez en CE1. Cela devrait avoir du sens et vous devriez le considérer sous forme de géométrie. Et ils le savaient depuis longtemps. Ils montrent donc les deux types de mouvements. Ils ont la tour au milieu et la tortue en bas qui représente le temps. Donc à chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh, vous les platistes, vous pensez qu'on vit sur le dos d'une tortue ». En fait, les peuples anciens utilisaient la tortue pour représenter le temps. Et bien sûr, ironiquement, vous pouvez regarder l'arrière de la carapace d'une tortue et cela correspond parfaitement au calendrier. Vous pouvez utiliser une tortue pour un calendrier. C'est ce que cela représente. Il s'agit en fait d'une physique de l'éther de haut niveau et d'une représentation védique d'il y a très longtemps. Probablement une coïncidence. Voici donc un endroit en Thaïlande et il vous parle ici même de la montagne Sumeru. C'est là que vous obtenez le mont Meru. Cela remonte à toutes sortes de civilisations anciennes. C'est le nom de ce sommet virtuel, et cela semble avoir une grande importance. Et tout le monde regarde vers l'extérieur. Qu'y a-t-il à l'extérieur? Allons vers le sud, etc. Et l'amiral Byrd. Personne ne veut parler de ce qui est au centre. Et Jean, vous devez probablement supposer que nous savons ce qu'il y a au milieu. En fait, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas non plus explorer le milieu en privé. Et cela ne devrait pas faire sens pour vous. Or, nous n'avons pas l'infrastructure pour vous sauver. Ce n'est pas prudent. Vous serez intercepté par l'armée, la Russie, etc. C'est pourquoi je sais que la Russie n'est pas le bon camp. L'Ukraine n'est pas le bon camp. Ils sont tous dans le même club. Et vous n'y êtes pas invité. Alors allons-y davantage. Voici quelques représentations anciennes de la Terre avec le mont Meru au centre. Et vous verrez qu'il y a là le point central, et puis bien sûr il y a les quatre coins et le carré. Alors prêtez attention au carré et au cercle. J'encourage tous ceux qui l'ont peut-être manqué. Vous voulez absolument découvrir Marty Leeds. C'est fou la façon dont les choses fonctionnent en synchronicité. Parce qu'il a juste couvert le cercle et le carré, et cela colle parfaitement à la présentation que j'allais faire. Je ne considère pas que ce soit une coïncidence. Je vous encourage vraiment à le regarder. Ainsi comme vous le voyez, vous avez le carré à l'extérieur, des coins, et le cercle à l'intérieur. C'est ce que disent les Écritures. C'est ce que disent de nombreux textes anciens. Et bien sûr, si vous avez étudié les civilisations anciennes, vous avez découvert qu'ils vous ont menti sur le fait qu'elles étaient super primitives et qu'elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, ni ne comprenaient quoi que ce soit. Eh bien, elles disposaient au moins de communication et de transports internationaux. Il y a la même architecture partout dans le monde. Elle raconte la même histoire dispersée à travers le monde entier. Et c'est impossible, d'après le récit qu'ils nous ont raconté. Nous ne pouvons même pas reproduire certaines des choses qu'ils ont construites à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Ce qui vous montre qu'ils en savaient en fait bien plus que ce qu'on vous a dit. Et bien sûr, History Channel va intervenir avec Ancient Aliens ou Alien Theory et essaye d'absorber ça en vous disant que ce sont les extraterrestres qui sont venus et toutes ces absurdités, parce que les gens commencent à voir le mensonge. De la même manière, ils se débarrassent de la théorie de l'évolution parce que les gens ne rentrent plus là-dedans. Ils vont donc la remplacer par la théorie de la simulation, dans laquelle ils reconnaissent le design, mais ils ne reconnaissent pas le concepteur, ni la personnalité du créateur, ni le fait que c'est en réalité une force aimante qui vous a créé. Au contraire, vous êtes un robot dans un jeu et personne ne s'en soucie. Voici donc quelques représentations plus anciennes où le point central est toujours représenté comme quelque chose en soi. Si vous regardez au milieu, vous verrez le trou noir. Nous y reviendrons dans une seconde. Or, il y a un trou dans la plupart de ces représentations, car il y a une montagne et ou un arbre au centre de presque toutes ces représentations anciennes. Et comme je l'ai dit, ces gens en savent beaucoup plus que vous ne le pensez. Ils pourraient désigner avec précision la physique, ce que la majorité du monde universitaire ne peut toujours pas faire aujourd'hui, car ils sont des physiciens de particules. Ils ignorent simplement le fait qu'ils ne peuvent littéralement pas expliquer la plupart des phénomènes. Ce serait également une toute autre présentation. Voici donc une autre représentation ancienne, où vous avez la montagne au milieu. L'histoire raconte, bien sûr, qu'il y a une montagne magnétique au centre appelée Mont Meru, et qu'elle plane au-dessus de l'eau, et qu'il y a de l'eau qui tombe dans ce genre de tourbillon ou de portail dans l'eau qui tournoie, laquelle se divise en rivières entourées de continents. Et c'est ce que disaient de nombreuses civilisations anciennes. Voyons donc si cela a du sens. Voici d'autres représentations à travers le monde avec la montagne au milieu.
Ici, vous avez davantage de montagnes au milieu. Ils l'appellent Asgard. C'est partout dans le monde. Il s'agit en fait de Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages. Il était quelque part autour du 33e degré maçonnique. En fait, on ne peut pas le dire avec certitude. Quand quelqu'un est du 33e degré, il faut être élu pour cela. Il est rarement annoncé publiquement qu'ils sont 33e degré, mais au moins au 32e degré maçonnique. Il a toutes sortes de discours et de présentations, et son livre a la montagne au milieu avec l'arbre qui en sort. Maintenant, c'est une pièce majeure. La montagne y est, il y a aussi la représentation d'un arbre qui monte. Il y a beaucoup d'arguments quant à savoir si cela est physiquement réel ou symbolique, ou s'il s'agit de deux aimants magnétiques qui créeraient essentiellement un vortex au milieu qui monterait. Et ça parle juste de ça. Je pense qu'il y a littéralement quelque chose là-dedans. Quelque chose doit maintenir le champ magnétique. Et si même qu'une partie de cela est vraie, vous pouvez imaginer pourquoi regarder beaucoup vers le sud est peut-être une tromperie. C'est peut-être ça le truc. Bref, ce franc-maçon savait peut-être quelque chose, juste pour que vous le sachiez, juste parce que quelqu'un est franc-maçon ou qu'il a fait partie de la confrérie des maçons, il ne connaît pas tous les secrets du monde. Ils ont simplement accès aux bibliothèques. La plupart d'entre eux n'en profitent même pas, et vous n'obtenez même pas beaucoup de réponses avant d'être 33e degré. Et encore une fois, il faut être élu pour accéder au 33e. Alors, c'est un peu genre, est-ce que tous les professeurs sont au courant des mensonges sur la Terre? Non. Même chose avec les francs-maçons. La plupart d'entre eux ne savent rien. Vous avez donc des représentations plus anciennes de cette montagne ou de cette tour au milieu de la Terre. Alors, pourquoi tous ces gens? C'est comme Sumeria au milieu, l'image blanche au milieu. Pourquoi toutes ces civilisations anciennes prétendaient qu'il y avait quelque chose au milieu? Et bien sûr, cela ressemble beaucoup à ce à quoi ressemblerait un repose-pied. Les Écritures disent en fait que le Créateur utilise la Terre comme un repose-pied. C'est donc très intéressant. Continuons. Et voici une autre représentation. Vous avez Asgard, vous avez les différentes couches. Vous avez l'arbre au milieu, c'est là que vous obtenez la représentation de l'arbre de vie. Continuons. Plus de représentations. Il y a une autre montagne au centre, vous avez l'arbre qui passe le centre avec différentes couches. C'est une représentation constante dans le monde entier. Voici une carte, une représentation de la Terre plane. Je pense que c'est genre au début des années 1900. Et c'est en fait dans un journal. Vous voyez le centre là? Eh bien, il y a une tour au centre de la Terre. Et c'est très intéressant, bien sûr. Il y a toutes sortes d'aspects différents dans cette conversation. Nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Mais même les Écritures vous disent que le Messie fut emmené là où il vit tous les royaumes du monde. Ainsi, l'idée que cela pourrait même être vrai nécessiterait quelque chose d'une hauteur immense à une vue équidistante. C'est juste une remarque. C'est la représentation de la cosmologie thaïlandaise. Vous avez Sumer, Sumeru ou Meru, le mont Meru. Et puis, vous avez les 4 continents qui l'entourent et qui peuvent vous sembler familiers. Nous l'avons montré au début. Ici, vous voyez la montagne et vous voyez les 4 continents autour de la montagne au milieu. Et c'est un thème récurrent de ces civilisations dont ils nous ont dit qu'elles étaient incompétentes. Mais en réalité, elles étaient plus avancées que nous ne pourrions probablement même l'imaginer. Ok? Donc n'importe quel chercheur de vérité s'appliquerait à reconnaître le patron, se rendrait compte que quelque chose se passe. Nous ne pouvons pas aller le vérifier, c'est caché. Cela vous semble familier, je suis sûr. C'est le tableau des Nations Unies. Et donc vous avez le 32, puis le 33e degré de la franc-maçonnerie. Eh bien, 33 est le centre. C'est pourquoi le 33e est publiquement le plus haut niveau. Et en fait, beaucoup disent que c'est à ce moment-là que vous commencez votre nouveau voyage jusqu'à 360 degrés pour boucler la boucle. Mais il faut être élu pour accéder au 33e, et ce dernier est le centre à nouveau. Les 32 degrés alimentent le centre, ce n'est pas une coïncidence. Une autre représentation ancienne, vous avez Asgard ici, vous avez l'arbre au centre. Une autre représentation où elle est littéralement intitulée Meru et montre que la Terre est essentiellement une fleur, ce qui est très intéressant. Et nous sommes sur le point d'approfondir ce sujet. Ok, je voulais vous montrer ça très rapidement pour que vous saisissiez ce qui se passe lorsque vous pensez aux arbres. L'électrostatique est la charge intrinsèque de toute matière. Lorsque le milieu dialectique atteint son seuil de capacitance, c'est la quantité d'électricité qu'un objet peut stocker, la capacitance. Il se décharge comme s'il y avait trop de charge. Il ne peut pas tout contenir. Il faut s'en débarrasser et rechercher l'équilibre. Donc ça se décharge, c'est ça la foudre. Il prend racine dans l'espace, je ne peux pas être trop spécifique. Cela renvoie au royaume du repos, à notre état de pur potentiel, au royaume qui vous entoure. C'est du pur potentiel. C'est de là que vient toute l'énergie. Cela relie tout. C'est l'un des gros mensonges.
C'est ce qu'on appelle les figures d'Antitrique de Lichtenberg, et on les trouve partout dans la nature. Encore un éclair là. Voyez-vous où elles se produisent naturellement sur le terrain en géographie? Maintenant, ces deux premiers sont en fait dans un laboratoire. Vous pouvez y parvenir avec différents types de feuilles de verre, d'acrylique, des trucs comme ça. Ici, vous les avez sur le sol. Encore une fois, vous les avez sur les flancs des montagnes et même au sein de votre anatomie. Vous pouvez les voir dans une feuille, vous pouvez les voir dans le cœur, vous pouvez le voir dans votre cerveau, et là encore dans les arbres. Et donc ceci est basé sur l'énergie, et c'est pourquoi cette représentation existe. C'est partout dans la nature. Si quelqu'un pense que c'est une coïncidence, je pense qu'il s'agit là d'un complot. Parce que tout est électrique, tout cherche l'équilibre, littéralement tout. Ça essaye de revenir à son état de pur potentiel. Rien n'existerait s'il ne recherchait pas l'équilibre. Si c'était réellement dans un état d'équilibre, il cesserait d'exister, ce qui explique en grande partie la polarisation électrique descendante sur la Terre. Car cela maintient cela juste assez décalé par rapport à l'endroit où la matière pourrait littéralement exister. Mais j'aborde beaucoup de sujets assez profonds et je ne veux pas prendre trop de temps. C'est donc là que ça devient vraiment intéressant. C'était pour vous expliquer l'importance de l'idée de l'arbre. C'est pourquoi l'arbre est très important en physique, ok? Mais c'est là que ça devient fou. Il s'agit donc d'une imagerie électro-optique des sources radiantes des météores. Alors, une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils découvrent « Oh, est-ce que tu penses que la Terre est plane ?» Non, je pense que c'est un plan topographique. Vous pouvez le prouver. Et ils se demandent, mais alors que sont les météores? Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que tous ces météores viennent des 6 mêmes endroits dans le ciel. Ils ont tous une nature cyclique. Ils se produisent dans un cycle. Cela débunk le modèle héliocentrique, ça n'a aucun sens. C'est parce que la Terre est stationnaire au sein d'un système qui est un cycle. C'est perpétuel. Il recycle constamment son énergie et maintient constamment l'équilibre. Alors, tous les météores proviennent des mêmes 6 sources radiantes. Lorsque vous utilisez l'imagerie optique électrique, vous obtenez une structure pyramidale. Lorsque vous regardez le ciel à partir de ces sources radiantes, si vous pouvez voir la pyramide ici, et si vous regardez au centre, vous voyez la pyramide plus distinctement. Voici une autre représentation. Vous obtenez une pyramide d'énergie venant du ciel lorsque vous utilisez l'imagerie électro-optique. Une véritable pyramide d'énergie dans le ciel. Regardant au centre du ciel, il y a en fait de l'énergie qui sort du ciel sous la forme d'une pyramide. En voici une autre représentation. Ici, vous pouvez voir très clairement la pyramide. Bien sûr, nous sommes plutôt dans une sphère céleste, si vous voulez, apparemment. Je ne fais aucune affirmation spécifique sur la distribution équidistante ou quoi que ce soit du genre. Mais le fait est que vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il existait littéralement une source d'énergie qui est une pyramide dans le ciel. Eh bien, alors peut-être que cela a un peu plus de sens pour vous maintenant, lorsque vous avez vu la représentation de l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide. À travers toute la symbologie, toutes sortes d'icônes, tout le monde sait que c'est au dos du dollar. Il est écrit nouvel ordre mondial, etc. D'après moi, l'œil qui voit tout est Polaris, ou du moins la zone située juste à l'intérieur du léger mouvement de Polaris. Et c'est la source de toute énergie. Maintenant, je dirais que c'est en fait là que résiderait le Créateur, le trône du Créateur. À chacun de sentir si ça résonne. Mais la principale source de toute énergie dans le monde vient du point central du ciel. Et vous pouvez le voir, et ils ne vous apprendront jamais cela. Mais c'est intéressant qu'ils le représentent tous, n'est-ce pas? Alors maintenant, encore une fois, je vous encourage à regarder Marty Leeds. Cela aidera vraiment à capter une grande partie du contexte. Alors, revenons à ce qu'est un champ magnétique. Vous voyez que nous vivons au milieu. C'est le vortex qui va au centre. Cela culminerait au sommet, et c'est là que l'énergie descendrait. Et puis il y a une légère dérive au-dessus d'une Terre stationnaire au sein de ce vortex. C'est la seule façon pour un champ magnétique d'exister, la seule manière pour qu'un champ magnétique puisse exister sur la Terre et qu'il y ait un plan, et ça doit être la Terre, évidemment. Voici donc une représentation du flux magnétique sur Terre, mise sur une projection plane. Comme vous le voyez, il se déplace parfaitement autour du centre. Probablement juste une coïncidence si cela semble si parfait et si beau sur une projection à plat. Il nous manque des terrains à l'extérieur et des trucs comme ça, mais c'est le flux magnétique sur Terre. Alors la question est, qu'y a-t-il au centre? Et même spécifiquement sur cette image ici, il s'agit d'une image d'un aimant à ferrocell. Alors qu'y a-t-il au centre de cet aimant? On dirait qu'il n'y a rien là, mais rien ne peut exister. Le rien n'existe pas. Ce n'est littéralement qu'un concept, et pareil pour le vide. Il y a donc quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dans cette zone? Assez intéressant.
Nous avons vu la croix gammée diabolisée dans les temps modernes. Mais la croix gammée remonte bien avant un mec s'adonnant au cristal meth nommé Hitler, ok? C'est très ancien et ça parle du ciel et de son caractère cyclique. Et il ne cesse de se réinitialiser. C'est de cela dont il s'agit en réalité, ok? Et c'est pourquoi vous le voyez partout. Pas dans toute la nature, mais dans toutes les civilisations. Et nous le voyons depuis des milliers d'années. Il s'agit du ciel. C'est aussi un ancien symbole de paix. Elle parle de la position de la grande ours dans le ciel selon les saisons. Voici donc un tas de représentations différentes, de l'Italie à la Pologne en passant par le Pérou. T'as compris, ça vient de partout dans le monde. Cependant, voici quelque chose que vous ne savez probablement pas. C'est que si vous superposez cela plusieurs fois, vous finissez par obtenir la représentation du soleil noir. C'est le symbole du soleil noir. Et cela fait référence au trou noir au centre du champ magnétique ou de la Terre. Il s'agit donc d'un symbole ancien qui obsédait de nombreux groupes occultes, y compris les nazis. Bien sûr, ils étaient obsédés par les connaissances anciennes. C'est pourquoi ils parlaient de la race aryenne. Les Aryens remontent à l'ère antidiluvienne de la civilisation atlante et avant cela. Ils recherchaient donc des connaissances anciennes. Personne dans les temps modernes n'a fait autre chose que d'essayer de gratter la surface de la redécouverte de ce que savaient nos ancêtres. Et ils savaient tous que la Terre n'était pas une boule défiant la physique. Voici maintenant une image d'un champ magnétique dans une ferrocelle. Il s'agit d'une image réelle, d'une ferrocelle regardant un aimant. Et vous voyez qu'il y a littéralement un trou noir au centre. Donc s'il y a un champ magnétique sur la Terre, qu'y a-t-il au centre? Il ne semble donc pas vraiment y avoir beaucoup de spéculation ici. Il n'existe littéralement aucun autre moyen pour qu'un champ magnétique existe. Et je trouve ça drôle. Je l'ai mise ici. En passant, il s'agit d'une photo officielle d'un trou noir prise par la NASA. Maintenant, nous savons que ce qu'ils disent sur l'espace est un non-sens. Mais ce n'est pas une coïncidence. Cela ressemble à une image floue de ferrocelle. Tout est intrinsèquement magnétique, même le bois, mais magnétique de manière incohérente. Par conséquent, nous ne pouvons rien faire d'autre que de supposer que tout ce qui se trouve dans le ciel est également intrinsèquement électrique et magnétique. Quoi qu'ils regardent dans le ciel, ils peuvent observer des zones concentrées de ce qu'on appelle la diélectricité, c'est-à-dire le vide, ou le royaume où il y a un potentiel pur vers lequel tout revient et d'où tout vient, plus connu sous le nom d'éther. Les Écritures l'appelleraient Hashemaïm, les existences invisibles en hébreu. Certains disent que ça veut dire le ciel au-dessus de vous. Mais non, cela signifie une existence invisible. Quoi qu'il en soit, il s'agit encore d'un champ magnétique. Si vous regardez en haut à gauche, vous verrez un motif très intéressant de la fleur de vie. Et cela commencera à avoir plus de sens pour vous dans une seconde. C'est pourquoi les civilisations anciennes décrivent la Terre comme ayant une géométrie de fleur de vie. Voici donc une courte vidéo. J'ai rassemblé un tas de photos du champ magnétique, d'une ferrocelle. Et j'espérais juste que les gens puissent vraiment s'imprégner de cela et y réfléchir. Vous vouliez une vue extérieure de la Terre? Eh bien, il semble que ce soit à peu près cela. Vous vivez dans quelque chose comme ça. Et c'est parce qu'il n'existe littéralement aucun autre moyen d'avoir un champ magnétique sur Terre. Tu vis là-dedans. Pour moi, c'est bien plus cool qu'un dessin animé de la NASA, mon frère. Je peux faire ça dans mes mains, vous pouvez faire ça chez vous. Maintenant, imaginez à quel point c'est beau. Vous vivez à l'intérieur de cela, dans cette partie centrale-là. Vous n'êtes pas autorisé à y aller. Vous n'avez pas le droit d'aller au centre. Et c'est apparemment de là que tout rayonne. Ce sont des lignes d'interférence destructrices et constructives au sein du champ magnétique. Mais nous ne pouvons pas aller trop loin. Voici une représentation animée du mouvement à l'intérieur de ce tore. Encore une fois, vous vivez dans cela. Il y a donc effectivement une dérive au-dessus de la Terre. Il y a du mouvement au-dessus de la Terre. C'est au sein du royaume éthérique. Et il est constamment dans ce processus de maintien de l'équilibre tout autour de vous. Continuons. Il s'agit en fait d'une représentation obtenue lorsque nous avons examiné les lectures d'azimut et de déclinaison du Soleil à la même longitude tout au long d'une année entière et que nous l'avons cartographié. Cela a été rendu par l'ordinateur et ça nous a donné un tore. Et ce n'est pas une coïncidence. Je ne pense pas que le Soleil soit un objet physique présent où que ce soit. Cela n'a aucun sens pour moi. Ce n'est pas ce petit objet physique local et très proche. Je pense que c'est en fait de la calligraphie magnétique. Chacun a son propre Soleil en fonction de l'endroit où vous regardez. Voici le champ magnétique. Bien sûr, avec des connaissances limitées, il doit y avoir plus de terre. Et puis voici la représentation du Soleil. Chaque fois que ces motifs sont animés, c'est comme s'il inspirait et expirait. Maintenant, si vous vous en souvenez, la représentation toroïdale que je viens de vous montrer est la même chose. Fondamentalement, l'énergie inspire et expire autour de la Terre.
Et puis il y a un point central qui ressemble à l'équilibre. L'état d'équilibre est au centre. Ce serait comme le calme au milieu de la tempête, comme l'œil de la tempête. Ce serait comme une zone de paix. Ce serait effectivement parfait d'une certaine manière. Voici donc quelques représentations supplémentaires du soleil et de ce qu'il fait. Cela vous donne la fleur de vie. Voici notre image de Ferrocell, et il semble que nous vivons dans quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi on l'a mis dans toutes sortes de propagandes, dans toutes sortes de films. C'est pourquoi ils sont obsédés par le soleil noir, à mon avis. Ils parlent de ce qui se trouve au centre de la Terre, et il semble y avoir une montagne au centre. Cela peut également s'étendre à un arbre, qui sait vraiment. Voici donc les planètes et comment les planètes sont cartographiées avec leurs mouvements à partir d'une position géocentrique de la Terre. Et vous pouvez probablement dire que ce n'est pas une coïncidence si elles correspondent toutes à la fleur de vie que nous venons de voir dans le champ magnétique. Et les voici, pour une image plus claire encore. Voici Mercure, vous avez Vénus, vous avez Saturne, Uranus, Neptune. Et bien sûr, planète. Planète signifie simplement étoile errante. Les Écritures disent qu'il s'agissait d'entités sensibles. Mais ce sera un sujet pour une autre fois. En fait, je pense que les étoiles sont sensibles. Fightez-moi, je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, quiconque pense que la Terre est cette boule magique qui tourne dans le vide, pouvez-vous s'il vous plaît m'expliquer comment, à partir de tout ce mouvement aléatoire et chaotique dans cette course infinie, les planètes s'intègrent parfaitement dans la fleur de vie et dans le champ magnétique et dans le Thor? Ce serait parfait pour une Terre stationnaire. Lorsque nous le cartographions de façon géocentrique, tout se trace parfaitement. Ceux-ci peuvent être parfaitement superposés au champ magnétique. C'est une projection de fleur de vie. Ce n'est pas un hasard si les étoiles ou les planètes font cela. Et voici le traçage du Soleil et de la Lune. Quelle coïncidence! Tu mets la Terre au milieu. Tout comme le disait Peggy Hall, elle assurait comme d'habitude. Elle dit que si nous sommes le centre de la création, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes sa pièce maîtresse. Pourquoi le Soleil serait-il la pièce maîtresse de notre système solaire? Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Tout le monde ne croit pas aux Écritures, je comprends. Je dirais que les Écritures sont comme la vérité ou le terrier de tous les terriers de lapin. Continuez simplement et vérifiez l'hébreu. Et voyez si ça résonne en vous. Je ne juge pas les gens pour ça. C'est toute une autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est le Soleil et la Lune. Et regardez ce que ça fait. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Le monde est un endroit tellement beau et majestueux, de haut en bas. Et nous parlons en termes de physique. La physique de cet endroit est époustouflante. Très bien, je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps, alors je vais accélérer encore un peu. Voici donc tous les traçages des planètes. Comme vous le voyez, c'est leur trajectoire au fil des années. Et regardez leurs différentes géométries ici. Elles créent ces modèles d'harmonique parfaite. C'est si beau. Si vous vous en imprégnez vraiment, cette absurdité aléatoire, chaotique et fortuite n'est pas vraie. Ce n'est même pas proche de ce dans quoi vous vivez réellement. Et comme Marty l'a dit, ils ont matérialisé les cieux. Ils vous l'ont dit, oh c'est de la matière, vous pouvez le toucher. Ils ont essayé de saper la nature belle et majestueuse de ce qui se trouve réellement au-dessus de nous. Et c'est métaphysique, c'est harmonique. Et il y a du déséquilibre. Et cela crée ces motifs incroyablement beaux. Et fondamentalement, vous voyez ces schémas partout dans votre vie. Vous pouvez simplement aller ramasser quelque chose par terre. Ça va avoir ce modèle. Allez regarder le sommet d'un gland. Tout a ce modèle ou presque. Il n'existe pas de ratio parfait sur tout. C'est parce que si c'était littéralement parfait, ça n'existerait pas, n'est-ce pas? Parce qu'il serait en état d'équilibre. Il reviendrait à l'état potentiel pur, souvent appelé éther. Très bien. Maintenant, voici un aperçu du champ magnétique dans la Terre. Vous avez ce qu'on appelle un quadruple. Bien sûr, un quadruple nécessite une opposition de polarité, une opposition de polarisation. Ce qui veut dire qu'il faut avoir polarisation et opposition l'une par rapport à l'autre. Et voilà, nous le représentons avec deux aimants. Ici, vous avez le quadruple. Ce n'est pas un hasard si vous obtenez une représentation parfaite de ce qu'on voit sur Terre. Il nous manque au moins une masse continentale sur la carte. Nous avons besoin de plus de superficie pour soutenir ce champ. Il a été retiré de la carte pour des raisons évidentes. Et cela revient encore une fois au centre, qui est ici une représentation peut-être d'un quadruple. Vous avez donc 4 aimants réunis ici dans cette observation. Mais c'est très intéressant car regardez ce que vous voyez lorsque vous mettez le ferrofluide dessus. Cela crée un trou en plein milieu. Il n'y a pas d'autre façon d'obtenir ça. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas quelque chose comme ça à la surface de la Terre, au centre. Il n'y a pas moyen en termes de physique.
C'est une représentation très fascinante, car vous auriez les 4 coins et le centre. Et ça forme un carré intégral, bien sûr, grâce à ces aimants. Et puis vous pouvez avoir une forme de quelque chose de circulaire à l'intérieur. Et puis regardez ce qui se passe lorsque vous mettez quelque chose au-dessus. Il flotte, comme les histoires de la montagne magnétique au centre. Vous regardez la carte de la Terre, vous obtenez le quadruple, vous l'imitez avec 4 aimants, vous obtenez littéralement un trou noir au centre, puis vous obtenez quelque chose qui flotte en plein milieu. Il se pourrait donc facilement qu'il y ait quelque chose au centre qui flotte en fonction de la composition de cette montagne. Et cela peut nous paraître fou, mais que tout vienne de rien et que le rien génère la matière, ça vous aurait semblé fou aussi quand vous l'entendez pour la première fois. Alors maintenant, si vous mettez tout cela ensemble et que vous regardez les représentations du champ magnétique, alors ceci devrait avoir plus de sens pour vous. Et les terraplanistes savent que lorsqu'on fait un time-lapse des traînées d'étoiles, on voit qu'elles se suivent parfaitement en cercle concentrique presque parfait autour du centre. Eh bien, c'est parce qu'il y a littéralement un vortex qui se déplace au-dessus de vous. Et c'est la seule manière que cela puisse exister. Ce n'est donc pas une spéculation. C'est la seule façon, selon la physique, que cela puisse exister. Alors, un peu d'eau sale ici. Mais imaginez, on appelait autrefois le lait des dieux ou le lait céleste qu'on remuait, et ce serait l'éther. Eh bien, c'est ce qui relie tout et fait tout bouger. Il y a une légère dérive en mouvement. Donc fondamentalement, vous êtes dans un champ d'énergie qui fait cela beaucoup plus lentement. Et puis à mesure que vous vous rapprochez du centre, cela deviendrait plus rapide. Et alors, qui aurait-il là-bas? Il devrait y avoir un trou au milieu de la Terre. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. Alors voici le résumé ici. Je pense que je suis OK niveau temps. Donc si vous regardez le symbole franc-maçonnique ici, vous le verrez, tout comme Marty l'a couvert. C'est fou qu'il l'ait couvert aussi. Le symbole qui pointe vers le haut, c'est celui qui est initié. Il représente le ciel ou les cieux. C'est un compas, et ceci fait un cercle. Le ciel se déplace en cercle, et il semblerait qu'il ait une forme circulaire. Et puis vous avez le bas qui est un carré, comme la Terre étant un carré ayant des coins. Vous avez le cercle à l'intérieur de cela. Maintenant, comme il l'a expliqué, lorsque vous essayez d'assembler le cercle et le carré, le processus consistant à essayer de les égaliser ou d'établir une sorte d'équilibre entre le carré et le cercle, vous allez entrer dans une pyramide, n'est-ce pas? Cela va créer un triangle. Maintenant, c'est pourquoi le symbole a un compas dans le carré. Et c'est pourquoi vous voyez l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide. Cela revient à la représentation de l'imagerie optique électrique, vous montrant une pyramide d'énergie descendant de l'œil qui voit tout, qui est exactement là où est Polaris, qui serait la source de toute énergie créant tout le mouvement. Ça ne peut pas exister autrement. C'est le grand secret de ce symbole franc-maçonnique dans les civilisations anciennes, et le symbole au dos de votre dollar. C'est qu'ils savent où ils vivent. Et c'est pourquoi il y a un G au milieu qui représente la géométrie. En conclusion, pour que vous le captiez, il existe 7 sciences libérales sacrées selon l'occultisme, la position ésotérique, l'arithmétique, les mathématiques, l'astronomie et la dialectique. Et bien sûr, l'un d'eux est la géométrie, qui est la mesure de la Terre, la compréhension de la Terre et où vous vivez, et le macrocosme de celle-ci et la relation céleste avec cela. Donc lorsque ces deux éléments se combinent, le calcul ne fonctionne pas vraiment. Il y a donc un équilibre recherché. Il y a donc de l'énergie qui vient de haut en bas, sous la forme d'une pyramide. Et c'est pourquoi vous avez l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide. Je mets donc ici que tout est littéralement interconnecté et que la source d'énergie primaire vient directement au-dessus de vous. Et effectivement, c'est un club où ils comprennent, au plus haut niveau des clubs, ils comprennent la cosmologie et ce qui se passe réellement sur la Terre, et que toute l'énergie vient directement au-dessus de vous, bien plus près qu'ils n'ont essayé de vous le dire. Et cela crée une pyramide au-dessus d'un plan topographique stationnaire au sein du mouvement de l'éther d'un champ magnétique. Et vous avez l'expression géométrique de la fleur de vie littéralement dans le mouvement de l'énergie du champ. Et tout est parfaitement équilibré, vous englobant et se réinitialisant dans un cycle. Et c'est ce que signifie réellement ce symbole. Et cela vous dit ce qu'est la Terre en pleine face. Bien sûr, la révélation de la méthode leur impose de le faire. Ils vous l'ont dit, ils vous l'ont montré, ils communiquent avec des symboles.
Et oui, ils se sont moqués du fait que vous n'êtes pas dans le club, mais devinez quoi? Maintenant vous êtes dans le club. Mais bien sûr, vous ne voulez pas participer à un petit jeu psychopathe effrayant déguisé dans un club sombre. Et si vous étiez simplement dans le club de la connaissance et que maintenant vous avez en quelque sorte un bon point de départ? Nous devons faire connaître la vérité aux gens à ce sujet, afin que nous puissions continuer à progresser à l'avenir et que nous puissions préparer la prochaine génération qui nous aidera réellement à avancer. C'est en fait notre responsabilité de le faire. Je pense donc que c'est une première partie importante, comprendre la nature du champ qui nous entoure et quelle est exactement la source de l'énergie. Il existe une source centrale d'énergie omnipotente qui met tout en mouvement au sein de ce cycle très complexe qui ressemble à l'existence. Il s'agit en fait de l'horloge la plus belle et la plus majestueuse connue de l'homme ou qui puisse jamais être connue. Et je ne vois rien d'autre qui pourrait réaliser cette magnificence autre qu'un créateur et évidemment un architecte extraordinaire. Mais la seule différence est qu'il ne s'agit pas d'un programme informatique. Le créateur vous aime. Et la diapositive finale ici montre qu'il s'agit d'un club construit autour de l'exclusivité de cette entente. Bienvenue au club. Et oui, c'est à peu près toute mon idée ici. C'est que, comme vous le voyez l'œil qui voit tout, avec la pyramide et l'énergie qui en sort. Puis en dessous, vous voyez ce que nous venons d'expliquer avec le symbole et le jet à l'intérieur. Et vous les voyez serrer leurs petites poignées de main secrètes parce que c'est l'idée que nous sommes frères. Nous sommes dans une fraternité de compréhension du monde, de compréhension de la cosmologie, de possession de ses connaissances, alors que les paysans et les masses ne le savent pas. Ils vous considèrent comme banal ou même moins qu'humain. Et des trucs comme ça. Eh bien maintenant, vous le savez, alors bienvenue au club. Mais au lieu de faire ce qu'ils font, dites la vérité à tout le monde. Au lieu d'être égoïste et d'essayer de contrôler les gens avec leur incompréhension et de les égarer, cherchez et dites la vérité. Dites la vérité sans équivoque, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous comprenez où vous vivez. Et vous pourriez littéralement commencer à reprendre votre pouvoir. Littéralement. Parce que vous comprenez que vous vivez dans la puissance d'un champ d'énergie magnétique qui maintient tout ensemble dans le cyclique. Alors oui, j'espère que vous avez apprécié.